Nous sommes la Transition féministe, un balado consacré aux liens entre les femmes et la Terre au Canada et à travers le monde, présenté par Suco. Épisode 3. L'impact des changements climatiques sur les femmes en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de notre série sur les femmes et la Terre. Je m'appelle Maude Lapointe-Lucier et je suis membre du Cercle Transition de Suco. Dans cet épisode, on explore les impacts des changements climatiques sur les systèmes alimentaires dans une optique féministe. Jean-Christophe et Emma, du Cercle Transition de Suco, ont parlé avec Micheline Somplier-Dion, en direct d'Abidjan. Micheline Dion est la présidente de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et des métiers assimilés en Côte d'Ivoire. C'est Emma qui nous en parle. Bonjour, je suis Emma Atré. Je me suis engagée avec Suco pour créer un balado écoféministe et informer les gens des défis environnementaux. Alors, pour commencer, on a demandé à Micheline Dion de nous parler un peu plus de l'USCOFEPSI, l'Union des sociétés coopératives des femmes, de la pêche et des métiers assimilés en Côte d'Ivoire. L'organisation compte aujourd'hui 77 coopératives à travers le pays. Nous sommes spécialisés dans le mareyage, la transformation et la commercialisation des produits de pêche. Et c'est une organisation qui est répandue sur l'ensemble du territoire ivoirien, aussi bien dans le cadre de la pêche maritime que dans le cadre de la pêche continentale, avec toutes les activités connexes aujourd'hui. C'est une organisation qui est légalement constituée et reconnue par le ministère des Ressources animales halieutiques, dont nous avons l'appui institutionnel. Vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire le mareyage. En fait, le mareyage désigne le commerce et le travail de produits frais de la mer, comme le fumage du poisson. L'USCOFEPSI, comme je le disais tout à l'heure, est spécialisé dans le mareyage, qui est l'activité avec les pêcheurs, la préparation de la campagne de pêche, à leur arrivée, la réception du poisson, la transformation. Et aussi, il y a la commercialisation du poisson, c'est-à-dire la mise en marché au ménage de tout ce qui est produit halieutique, de tout ce qui est produit de pêche. Et aussi, il y a l'étape de la transformation. La transformation, c'est tout ce qui est fumage de poisson, salage de poisson, friture et autres formes de transformation artisanale. D'abord, il faut dire que notre plus grand obstacle aussi a été celui des personnes qui se sont considérées comme des personnes financièrement puissantes qui ont attaqué l'organisation, vu que nous sommes des femmes et que c'est des activités rurales, et on a été aussi par moments attaqués par des hommes qui sont financièrement plus solides pour essayer de nous embêter. Mais vu aujourd'hui que nous nous sommes battus pour que nos droits soient respectés en tant que femmes dans le secteur, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes à l'abri d'un certain nombre de vautours, comme on peut les appeler, parce qu'il est arrivé à ce moment-là où c'était un peu compliqué pour nous. Ça, c'était quand même l'un des défis, de savoir qu'il y a certains hommes qui ne veulent pas l'émergence de certaines femmes. Donc, individuellement, ils peuvent l'attaquer. Mais aujourd'hui, vu qu'on a la caution du gouvernement de faire des femmes, de la femme rurale aujourd'hui, et des femmes autonomes, on a bénéficié d'une certaine couverture. Et nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous sommes allés chercher des cabinets, des juristes pour pouvoir protéger un peu l'organisation, ce qui n'est pas toujours le cas un peu partout. Aussi, l'autre défi, c'est les financements et la formation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'emporter la connaissance au niveau des organisations féminines.
Et il y a la dynamique organisationnelle. Comment former les femmes, les envoyer surtout aussi à l'éducation financière, à la bonne gouvernance des activités. Ce sont des défis auxquels on a fait face aujourd'hui, mais que beaucoup a été fait, mais beaucoup encore reste à faire. Il faut apporter une autre éducation, une formation aux femmes pour pouvoir les amener à sortir d'un endroit pour venir à un autre. Les défis sont énormes vu que, quoi qu'il en soit, les femmes du secteur de la pêche, c'est pratiquement un groupe assez marginalisé, il faut le dire, puisque c'est des activités rurales. Aujourd'hui, quand on parle des femmes qui font le fumage de poisson, c'est la petite classe. Mais on a su porter le plaidoyer des femmes à certaines instances de décision. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être impliqués progressivement dans les prises de décision. Nous nous sommes mis en coopérative et en union pour pouvoir supporter le lobbying, le plaidoyer et la négociation pour que les femmes puissent accéder à un certain nombre de bien-être, surtout de bien-être, surtout pour aboutir à l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les femmes du secteur de la pêche artisanale. En Côte d'Ivoire, les femmes sont au cœur de cette activité et elles sont directement affectées par les changements climatiques. 80% des activités après capture sont menées par les femmes, sont faites par les femmes. Et ce sont ces femmes-là qui s'occupent de la scolarité, qui s'occupent du bien-être, qui s'occupent de l'éducation des enfants et qui font les repas à la maison. Ce sont les femmes qui sont encore le soutien des pêcheurs. Et quand elles voient leur activité impactée par le changement climatique, il faut se dire que c'est toute la société qui est bouleversée. Les femmes sont exposées à la chaleur, elles sont exposées au soleil, elles sont exposées au feu et à la fumée. Donc, s'il y a des matériaux nouveaux que la FAO est en train de développer, ce sont des actions qu'on doit soutenir. Ce sont des choses qu'il faut accompagner. Parce que les femmes contribuent énormément à la sécurité alimentaire et contribuent énormément à la stabilité des communautés côtières. Elles contribuent énormément à la lutte contre la pauvreté à travers ces activités rurales-là. La pêche artisanale est essentielle pour les communautés. Elle représente 80% de l'apport en poisson. Le poisson fumé, une activité portée par les femmes, représente même les 2/3 de l'ensemble des produits halieutiques commercialisés en Côte d'Ivoire. Et ça fait beaucoup de poissons fumés, environ 1 million de kilos. Vu le travail et l'apport des femmes dans l'économie des différents pays, surtout au niveau de la pêche artisanale, qui est une activité assez importante, surtout dans le cadre de la sécurité alimentaire, la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté, on ne devait pas négliger les femmes du secteur de la pêche. Il fallait les prendre en compte. Et quand on ne les a pas pris en compte, on ne peut pas régler les problèmes de l'alimentation. Donc aujourd'hui, nous continuons de porter le plaidoyer des femmes à toutes ces instances de décision-là. On ne pouvait pas négliger leur apport en termes de stabilité politique, sociale dans nos communautés. Et comme ça, on a porté le plaidoyer des femmes au niveau de la FAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne, au niveau de ces grandes instances de décision, si bien que aujourd'hui, petit à petit, la voix des femmes se fait entendre. Mais au-delà, c'est la première fois que dans le monde, au niveau des Nations Unies, on adopte un document international sur le travail de la pêche artisanale et dans lequel le travail des femmes est reconnu. Donc, il a fallu beaucoup de lobbying, beaucoup de plaidoyer pour qu'on puisse se faire entendre. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on supporte le plaidoyer des femmes, il faut qu'on supporte leur lobbying, il faut qu'on les entende, il faut qu'on leur apporte ce qui est la formation, la sensibilisation. Voilà. Micheline Dion dit que les femmes mareyeuses de Côte d'Ivoire rencontrent plusieurs difficultés dans l'accès aux poissons en raison de 4 facteurs. La saisonnalité des pêches, d'abord,
mais aussi l'orpaillage clandestin, c'est-à-dire l'extraction d'or, dont les produits chimiques détruisent les eaux. Quand les gens font l'orpaillage, ils creusent l'or et qu'ils les lavent dans les ruisseaux, dans les cours d'eau, dans les fleuves. Cela empoisonne tout le cours d'eau jusqu'à l'embouchure. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de faire cette pisciculture-là dans des bassins, dans des cuvettes, dans des bassines pour nous permettre d'avoir notre ressource à disposition. Il y a ensuite le repos biologique imposé pour le renouvellement du stock de poissons. Et enfin, les effets des changements climatiques qui menacent le travail et la survie des femmes. Le changement climatique a un impact assez réel, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, il y a la remontée des eaux certainement, mais il y a d'autres facteurs qui ont touché les communautés et le travail des femmes. Sinon, l'érosion côtière, c'est aussi un autre impact. Il y a la disparition aussi de certaines flores au niveau de l'environnement qui ne sont plus visibles. Il y a des endroits où la végétation, surtout la végétation marine, ou surtout en bordure de l'eau, a des impacts négatifs, comme on l'a dit. Ce changement climatique a sévi en dessous des eaux et il a sévi au-dessus. Donc, de telle sorte que toutes les activités aujourd'hui ont été très impactées par ce fléau-là, changement climatique. Le premier impact de la crise climatique, nous dit Micheline, c'est la disparition des stocks de poissons. Quand on voit la manière dont la pêche s'est faite aujourd'hui, vu que certaines espèces sont en voie vraiment de disparition, vu ces impacts-là sur les espèces, sur la vie et le travail des acteurs, on dit que le changement climatique a vraiment impacté la pêche de façon assez négative, de sorte à réduire même les stocks restants en dessous. Donc, le changement climatique est aujourd'hui une réalité auquel les femmes font face dans le secteur de la pêche. Autre impact majeur d'après Micheline Dion, la diminution de la saison de pêche. La pêche artisanale aujourd'hui ne dure au départ que 4 à 5 mois. Mais aujourd'hui, avec l'un des fléaux encore comme le changement climatique, la pêche ne dure que 2 ou 3 mois. Les espèces qui devaient arriver à une certaine période n'arrivent plus à cette période-là. Et les périodes sont réduites. Vraiment, où on faisait 4 à 5 mois aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 2 mois et demi, 1 mois. Et les espèces qu'on attend aujourd'hui, on ne peut pas les attendre. Du coup, le changement climatique a un impact réel sur les activités des femmes. Et par exemple, si le poisson doit venir dans le mois de juillet, août, qui sont des périodes de vacances auxquelles les femmes, les enfants doivent travailler dur pour préparer la scolarité, sachant très bien qu'on a près de 8 mois d'abstinence et que ces femmes-là même ne peuvent même plus avoir ce poisson en 2 ou 3 mois. Il faut dire que c'est un coup dur qui est porté aux femmes, auquel nous, aujourd'hui, en tant qu'organisation, en tant que leader, on ne peut pas s'asseoir pour regarder. Micheline Dion nous l'explique très bien. Les impacts des changements climatiques ne se limitent pas à la perte de biodiversité. Pour répondre à ces enjeux, l'USCOFEPSI propose des activités alternatives. Leur but est de diminuer les pressions sur la mer et les mangroves côtières, tout en soutenant le travail des femmes ivoiriennes. On a instauré un nouveau projet qu'on a appelé le projet du maraîchage intégré à la pisciculture hors sol, qui est pour nous aujourd'hui des activités relais, génératrices de revenus bien sûr, mais pour permettre aux femmes de travailler en plein temps. Donc ces activités-là sont le maraîchage à petite échelle, l'aviculture à petite échelle et la pisciculture hors sol à petite échelle. Donc voilà des activités que nous avons créées de plein fait pour pouvoir permettre aux femmes de travailler en plein temps et de ne pas vraiment sentir les effets du changement climatique, mais aussi de permettre à la politique ou alors aux politiques de pouvoir travailler sur la régénérescence des ressources halieutiques et aussi d'éviter de faire pression sur la ressource, de permettre à l'environnement de renaître
de nouveau. On fait cette pisciculture-là avec un système intégré dans lequel on fait cette forme d'élevage à petite échelle, bien sûr. C'est en quelque sorte des bassins. Ils peuvent être en plastique comme ils peuvent être en bois. Et c'est dans ces bassins-là que nous élevons des espèces, surtout les espèces qui sont très consommées, comme le tilapia et le poisson sulu, communément appelé le poisson chat. Et donc, c'est dans ces bassins-là que nous faisons cet élevage-là. En plus des activités de mariage, l'organisation a développé de nouvelles initiatives. Elles permettent aux femmes de retrouver une indépendance financière alors que leurs activités liées à la pêche traditionnelle sont ralenties. En tant qu'organisation fêtière et en tant que leader de ces organisations-là, on a fait des propositions d'activités additionnelles. D'abord, au niveau de nos activités, nous avons décidé de faire la proposition de travailler sur des activités connexes, telles que la commercialisation du sel marin, des emballages, des intrants pour notre transformation. Cette diversification a un effet positif sur l'environnement, puisqu'en diminuant la pêche, les femmes permettent aux eaux, aux mangroves et aux poissons de se régénérer. Puisque les femmes, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, elles utilisent le bois de chauffe, souvent la mangrove, pour pouvoir fumer le poisson. Et pendant ces périodes de repos biologique, tout est au repos et elles ont la possibilité de pouvoir travailler sur le projet du maraîchage intégré à la pisciculture hors sol, qui sont des solutions, entre autres, que nous sommes en train de proposer aujourd'hui à tous les bailleurs, au ministère et à tous ceux qui veulent que nous fassions une pêche durable et que nous fassions cette résilience-là au changement climatique. L'Uscofepsi a aussi transformé de nombreux fours traditionnels servant au fumage du poisson grâce à l'énergie solaire. Et l'organisme a développé une plateforme de collaboration en ligne destinée à d'autres organisations des pays du Golfe de Guinée. La plateforme vise la pérennité alimentaire, sociale et économique des femmes et de leur communauté. On était obligé aujourd'hui de créer une plateforme des organisations professionnelles des pays du Golfe de Guinée et du Sahel, la POPA GGS, dont je suis la secrétaire permanente, pour pouvoir partager l'expérience qu'on a au niveau de la Côte d'Ivoire avec ces pays-là, où la souffrance des femmes est extrêmement énorme, où leurs droits ne sont pas totalement reconnus en tant que contribution à l'évolution ou alors à l'économie. Donc, on a créé cette plateforme-là pour partager les expériences au niveau de ces pays. Ces pays sont l'ensemble des pays dans le Golfe de Guinée ici, pour cette plateforme. Vu que nos moyens sont réduits, on a créé la plateforme, mais on fait des réunions en ligne. On est allé voir certains bailleurs pour qu'ils puissent peut-être voir comment financer des réunions en présentiel, comment financer des activités de partage d'expériences. Et nous sommes sur cette voie-là. Donc aujourd'hui, en termes d'expérience, la Côte d'Ivoire a un peu d'expérience dans la matière et donc nous sommes en voie de partager avec d'autres pays. Parce que, quoi qu'il en soit, les problèmes sont similaires. Les problèmes se ressemblent d'un pays à un autre, certainement qui ne sont pas identiques, mais ils sont similaires. En discutant avec Micheline Dion, on se rend bien compte que les changements climatiques représentent un grand défi qui touche particulièrement les femmes. On peut retenir que le changement climatique est une réalité auquel certainement on peut faire de la résilience à travers des activités comme nous on l'a créé, on l'a proposé. Il est possible de faire cette résilience-là. Mais aussi, il est possible aussi de trouver d'autres alternatives telles que par exemple l'utilisation du solaire dans le système et ces activités vraiment écologiques que nous sommes en train de développer au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut les appliquer un peu partout. Il existe néanmoins des solutions mises en œuvre un peu partout en Côte d'Ivoire et qui se répandent le long du Golfe de Guinée. Une chose à retenir, c'est qu'en reconnaissant les femmes et leurs actions, il est possible de mettre en place des systèmes alimentaires viables. Les femmes travaillent durement et leur contribution est énorme
quand il s'agit de la sécurité alimentaire, qu'il s'agit de la lutte contre la pauvreté, leurs contributions sont énormes à la stabilité des communautés aujourd'hui dans lesquelles nous sommes. Et donc, il faut vraiment prendre en compte le travail des femmes dans les politiques désormais qui sont en train d'être élaborées. Il va sans dire que le développement est impossible sans l'apport des femmes. Elles ont un apport énorme et il faut prendre leurs préoccupations en compte. Il faut les associer aux prises de décision. Leur contribution est énorme. On espère que ces derniers mots ont su vous inspirer pour enrichir vos réflexions sur les changements climatiques et peut-être même passer à l'action. Vous souhaitez poursuivre la conversation? Alors ne manquez pas le prochain épisode qui nous amènera au Honduras à la rencontre des femmes autochtones Lenca. Engagez-vous en visitant suco.org, suco.org. Vous venez d'écouter le 3e épisode du balado Nous sommes la transition féministe, produit par Suco en collaboration avec Récréation. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la série sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Cet épisode a été scénarisé par Emma Attré et Jean-Christophe Wolford. Ce sont Maude Lapointe-Lucier et Emma Attré qui l'ont interprété. La série est réalisée par Lucie Laumonier avec François Larivière à la post-production. Merci à notre invitée, Micheline Somplé-Dion, pour sa participation. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier d'Affaires mondiales Canada et du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec.